Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous apprendre à coder et à créer une boîte à outils avec ce petit objet ici. Basiquement, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, j'ai plein de petites boîtes à outils d'hélicoptères, de petites voitures, de tanks, de trucs comme ça, qu'on a pu déplacer avec des boutons, des axes et des joysticks. Donc je vous invite à regarder la vidéo précédente si vous avez envie d'apprendre à gérer les inputs dans Unity. Mais nous, ce qu'on veut faire ici, c'est créer notre propre petite boîte à outils avec ça. C'est parti. Alors, petit avertissement, je vais utiliser ce qu'on appelle des guides submodules pour sauvegarder le projet. Skippez cette partie-là si vous êtes débutant. Si vous savez ce que c'est Git et que vous voulez apprendre ce que c'est un submodule, bah à ce moment-là, faites-le, mais la partie Git et package, ignorez-la si vous êtes débutant et que vous voulez pas vous complexifier la tête. Ça. Sur ce, c'est parti. Alors, pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, notre petite voiture là-bas, on va devoir en fait savoir écouter au fait d'avancer, de reculer, tourner à gauche, tourner à droite. Il y a plein d'autres objets dans Unity. Par exemple, il y a un hélicoptère. Bah lui, c'est exactement la même chose. C'est du translate, c'est du rotate. On fait juste exactement la même chose que dans notre exercice ici. Il y en a des un peu plus complexes. Par exemple, faire des drones comme ceci. Parce qu'en fait, ici, c'est plus des rotations que des déplacements. On tourne autour de certains axes. C'est super marrant à faire. Je vous invite à aller regarder le code que j'ai fait pour celui-là. Et il y en a d'autres qui sont plus sur du rigid body, de la physique en tant que tel. C'est-à-dire, on va un peu à gauche, on va un peu à droite avec de la force. Vous pouvez aussi faire des objets comme celui-là qui lui n'utilisera pas du tout du code, mais juste du rigid body, et on va pousser des axes. Ici, on va faire ajouter des forces de rotation, et on va retirer ce qu'on appelle de la friction pour que ça continue à tourner vers l'infini. Donc tout ça, c'est des exercices super marrants qu'on pourrait faire si on avait vraiment envie de pratiquer tous ces aspects. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est juste une petite voiture. Cette petite voiture, elle va donc avoir besoin de rotation et de translation, donc de bouger et de tourner. Donc la rotation, ici, comme vous pouvez voir, c'est pas super compliqué. Transform, ça veut dire la position, rotation et la taille de mon objet. Donc transform point, ça veut dire fais appel à un petit code que Unity m'a prévu. Rotate, et rotate, ça veut dire fais tourner l'objet. Du coup, il me demande sur quel axe. Est-ce que je veux tourner sur l'axe des dessus, up, sur l'axe de droite ou de devant. Vous voyez, si vous prenez votre doigt et que vous tournez autour de votre doigt avec l'axe du dessus, c'est ça qu'on veut faire. On veut tourner sur l'axe du dessus. Tourner, ok, mais à quelle vitesse? Le Game Engine, il va à chaque image, elle est dessinée 60 fois par seconde. Donc, c'est quoi le temps entre une frame pour savoir multiplier la rotation par le temps qui passe? C'est ça que ça veut dire delta time. Par exemple, 0,05 secondes, c'est 60 images par seconde. Donc je le déplace avec le temps de ma dernière frame. Et à quel point l'utilisateur veut qu'on tourne à gauche, donc le pourcentage du joystick. Space.self, ça veut dire je veux tourner sur moi-même et pas sur le monde Unity. C'est-à-dire c'est bien mon objet qui tourne sur lui-même et pas par rapport à mon jeu vidéo, à mon niveau. Et donc voilà, maintenant vous avez déjà la méthode pour pouvoir faire tourner les objets. Pour le translate, c'est un petit peu différent. On a besoin de la vitesse de déplacement. Si vous voulez une vitesse plus grande quand vous allez vers l'avant ou vers l'arrière, il faut faire un petit if pour demander tiens, est-ce que je veux aller vers l'avant ou vers l'arrière? Qu'est-ce que l'utilisateur me demande d'aller vers l'avant ou vers l'arrière? On calcule le nombre de mètres par seconde. Et puis on dit petit objet Unity, peux-tu me translate, aller vers la direction forward, donc vers l'avant de mon objet, multiplié par le temps qui passe, par le nombre de mètres par seconde, par le temps qui passe et par la donnée de l'utilisateur. Sauf que si vous faites ça, vous allez traverser les murs et vous allez avoir des bugs dans votre jeu vidéo. Pourquoi? Parce que translate, c'est l'équivalent de se téléporter. On prend l'objet, on le déplace un peu plus loin, on le déplace un peu plus loin. Sauf qu'on ne fait pas le calcul de vérifier qu'on ne traverse pas un mur. Donc ce qu'on va devoir utiliser, c'est plutôt ce qu'on appelle un caractère contrôleur, qui est en fait un truc qui dit, bon oui, ok, c'est un objet qui est dans mon jeu, mais c'est un objet particulier qui doit vraiment avoir un temps de calcul plus conséquent pour les collisions. Donc du coup, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, on va utiliser le point move qui veut dire se déplacer par rapport à ça. Donc par exemple, si vous bougez une porte, on va plutôt utiliser un translate, mais si on bouge un joueur, on va plutôt utiliser le move de caractère contrôleur. Ici, c'est un joueur, donc on va utiliser move. Alors, c'est ça l'idée. Maintenant, pour pouvoir faire des déplacements comme ça, il va nous falloir déjà un objet 3D qui est placé dans la scène avec un sol, une lumière, une petite caméra, avoir un petit cylindre, un petit carré bien placé, etc., etc. Donc c'est ce qu'on va faire.
Alors ici, c'est la partie que je vous dis d'ignorer si vous êtes débutant en Git et que vous avez un petit peu peur de ce que ça du coup un submodule ou un package. Je vais quand même parler du package, mais ignorer la partie Git, ça va être trop compliqué. Mais par contre, si vous êtes fan de faire des packages, des boîtes à outils, bah, à ce moment-là, écoutez bien cette partie-ci. Donc l'idée, c'est que pour faire un package, il va nous falloir un petit projet Git qu'on va mettre dans un projet Git. Il y a un endroit où on va éditer ce Git et il y a un endroit où on va utiliser ce Git. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est l'éditer. Donc il nous en faudrait un. Vous voyez, par exemple, ici, c'est plein de petites boîtes à outils que j'ai créées. Je commence toujours par la date, le mois et le jour. Le type de truc que c'est, est-ce que c'est un projet Unity ou est-ce que c'est un package Unity, Unity Package Manager. Et puis je donne le contexte. Et vous voyez, ici, on a un tank, FPV, des ovnis, des bots. Enfin, c'est des petits jouets comme ça que j'aime bien utiliser dans mes jeux. Je les dépose et c'est parti. Ici, on fait pareil. Donc on fait 2026, on est en avril, le 3, magnifique. C'est un kit toy avec 2 roues, magnifique. Une petite description pour dire à quoi ça sert. On rajoute un readme. Et alors ici, on n'a pas besoin de rajouter ce qu'on appelle un git ignore, parce qu'on n'est pas en train de faire un projet Unity, on est en train de faire une boîte à outils Unity. Et donc la boîte à outils, bah, elle n'a pas besoin d'ignorer tous les gros librairies et autres qu'il y a dans Unity. Ok, on a notre petit répertoire, on va pouvoir stocker notre code en ligne pour les gens qui veulent l'utiliser. On prend le lien, on va sur notre PC et on va sur un projet dit de quarantaine. C'est un projet sur lequel je travaille sur mes boîtes à outils. Donc je crée un projet Git dans lequel je vais travailler. Et dans ce projet Git, je vais rajouter un submodule sur lequel je travaille sur mon outil. Donc ici, vous voyez, dans Package, je vais faire clic droit, Show in Explorer. On peut voir ici que j'ai .git, donc je suis bien dans un projet Unity sur lequel je sauvegarde tout ça. Ok. Et dans Package, ici, vous voyez, j'ai plein de petites boîtes à outils. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer une boîte à outils, et vous pouvez constater que quand il y a un fichier .git et pas un dossier .git, ça veut dire que c'est un submodule, c'est-à-dire un git dans un git. Donc ici, on va faire cmd ici au-dessus. Dans cmd, ici, on va du coup pouvoir écrire git, et non pas clone, parce que git clone, c'est quand on veut le cloner, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un git dans un git. Et pour ça, il y a un petit nom particulier, c'est git submodule add, et puis on donne le lien. Bon, on veut le stocker quelque part, c'est important de dire où par rapport à mon submodule. Nous, c'est dans Package de Unity, c'est un petit dossier fait exprès pour les packages dans Unity. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Git pour l'utiliser, hein. Vous pouvez juste faire un copier-coller d'un dossier et ça marche aussi. Mais donc du coup, nous, c'est dans ce dossier package qu'on veut aller travailler. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aller là-bas. Magnifique. Donc en gros, c'est ici, j'ai copié-collé, mais c'est pas copié-coller, c'est juste j'ai réécrit, mais c'était plus facile de faire. Enfin, trouver un nom de dossier que vous avez envie d'utiliser. Moi, c'est celui-là que j'utiliserai. Vous voyez qu'en demandant de faire un submodule, il a quand même fait un git clone, mais un peu plus particulier. Magnifique! On est bon. On a notre fameux submodule. C'est-il pas beau? Donc nous, ce qu'on a bien à faire dans ce submodule, c'est de dire, déjà j'ai une licence, un Beerware license, ça veut dire si vous utilisez mon truc et que vous avez gagné une journée de travail, n'hésitez pas à m'offrir une bière. Ou une pizza. Et ici, package.json, c'est un petit fichier que si vous déposez dans votre boîte à outils, Unity va faire «Ah, c'est une boîte à outils, ok, bah du coup tu peux me donner son nom et son utilité». On va copier ces deux-là dans le projet. Alors moi je l'ai copié d'une autre boîte à outils. Je vous invite à aller sur internet et copier le mien ou copier celui d'un autre, ou aller dans le manuel et demander c'est quoi un package.json. Et là il y a toute une description de ce que vous devez mettre dedans. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'on a un name qui est un nom unique. Et ce nom unique, ici, vous voyez que j'ai commencé par BE pour dire je suis en Belgique, ILA pour dire c'est l'entreprise Eloi Laboratoire, point, et alors là c'est le contexte de ma boîte à outils, celui que j'ai copié c'était 3D Benchy. Display name, c'est qu'est-ce qu'on va afficher. Alors j'ai utilisé Unicode pour la petite boîte rouge ici qu'on voit grossement, ça me permet de mieux voir mes outils à moi. Et donc ça c'est le titre. La version c'est où j'en suis. 001, ça veut dire que j'en suis nulle part, j'ai juste de commencer. Unity, c'est quelle version d'Unity vous avez besoin au minimum. Et description, c'est pour dire ce que ça va faire. Keyword, on s'en fout. Sample, c'est pour dire voici une démo que vous pouvez télécharger, elle se trouve là-bas si vous voulez la tester. Et auteur, c'est pour dire ici, trier les boîtes à outils avec votre nom, prénom, ça permet de retrouver les votes plus facilement.
en gros. Il faut vraiment respecter la nomenclature et si vous faites une faute, il vous le dira et il vous laissera pas apporter, l'asset. Donc ça, c'est une question de copier, ça du manuel, l'ajuster et trouver le juste milieu. Alors dans le temps, il fallait que j'édite le texte, comme je suis en train de faire ici, en train de vous montrer ici. Maintenant, dans la version de Unity, vous pouvez l'éditer dans Unity, ce qui est assez pratique. Vous allez voir. Donc ici, je mets, to wheel car ici comme nom. Attention de ne pas mettre des majuscules, de ne pas mettre des chiffres parce que les chiffres ont déjà créé des bugs chez moi. Vous pouvez, mais c'est de ne pas mettre des caractères spéciaux. Essayez de rester vraiment alphanumérique, pur et dur si possible. Alphanumérique, c'est des lettres, des lettres et des chiffres et c'est tout. Et ici, numérique, ça peut créer des problèmes si vous mettez des chiffres. OK, alors ici, en bas, il était mis: «Est-ce que tu veux garder une mémoire de où est le Git officiel?» Donc je suis en train de remettre le bon Git. C'est pas une donnée obligatoire, c'est juste un plus. Et voilà! Donc là, normalement, le package ici devrait voir votre dossier et vous devriez avoir un truc qui s'appelle du coup, Toy to Wheel Car. Tadam! Il est apparu dans notre petit package. Magnifique. On a un petit dossier. Si on clique sur le dossier, ici, on peut voir que j'ai ma licence, mon package et mon readme. Et si je clique sur package, ici, on peut voir qu'il y a des petites cases maintenant dans le nouveau Unity. Son petit nom où on voit pas le début. Puis à l'organisation, ici c'est Eloi Lab, magnifique. Display name, on voit bien ici que j'ai ma petite boîte à outils. J'ai pas respecté la convention, donc j'ai retiré l'espace, mis à 2 points, enfin ma propre convention, je veux dire. Donc je le change vite fait. Voilà, magnifique. Ici la version. Techniquement, il y a le principe de majeur, mineur et sub. En fait, normalement, vous êtes censé mettre majeur, donc la première version ici, c'est censé être la version à laquelle vous vous trouvez, A2. C'est-à-dire que si vous changez de version, ça veut dire que ça devrait casser le code des gens. La deuxième, ici 4, normalement, c'est censé être la seconde. Ça veut dire il y a peut-être 2-3 méthodes ou 2-3 trucs qui ont cassé, mais c'est pas un gros changement. Et la troisième case, ça veut dire bah, il y a eu des petits changements par-ci par-là, ça devrait rien casser à votre projet, mais sachez qu'il y a eu des modifications. Bon, moi, vu que je suis un gars qui fait du prototypage, j'ai jamais le temps de faire des outils qui soient super beaux, soit super propres. Donc j'ai tendance à mettre la date, c'est-à-dire l'année, le mois et le jour sans zéro, parce que sinon ça fait tout péter. L'année, le mois et le jour, ce qui me permet de me souvenir la dernière fois que je suis passé par là pour nettoyer ou améliorer mon outil. Ok, on vient de créer un fichier qui permet de dire à Unity, ceci est une boîte à outils. Trop cool. Et du coup, créons une petite scène dans laquelle on va aller bosser et un petit dossier qui s'appelle runtime pour la suite, où on déposera nos scripts. Dans ce dossier scène, bah, on va aller créer une scène, donc scène, voilà, hop hop hop, hello car, ou démo hello car, vous choisissez un petit nom. On le stocke dans le dossier démo. Pourquoi le dossier démo? Parce que ça va vous permettre de dire, quand un utilisateur veut tester mon outil, il clique sur un bouton dans le package manager et boum, il aura tout ce dossier qui va être copié dans son projet, dans lequel il va avoir la petite démo. C'est ici, vous voyez, sample, démo, nanana, description, et il dit l'endroit où il s'est stocké la démo. Il y a un truc et astuce pour le rendre invisible à Unity, pour qu'il soit pas dans le projet et tout, avec des petites vagues, mais je l'ai pas assez maîtrisé pour vous dire utilisez-le. Ok, dans cette scène, on va avoir besoin de quoi? Bah, déjà d'un cube pour faire le sol. On a déjà une lumière et une caméra qui ont été placées pour nous apparemment. Donc on va déposer un cube, donc un point vide avec un mesh renderer d'un cube ici, et qui est un collider. On fait moins 0,5, puis on le déforme, et tada, on a une grosse zone où on va pouvoir travailler. Ok, maintenant ce qu'il nous faudrait, c'est un point vide dans lequel on va créer notre objet, notre petite voiture, que je vais appeler ToWheelCar, comme ceci. Ce point vide, il doit bien avoir 1, 1, 1 ici, hein, pour ne pas... On va le mettre en 0, 0. Et alors ici, on va créer un petit dossier qu'on appelle préfab. Ce dossier préfab, c'est l'endroit où on va stocker les préfabs, c'est-à-dire des objets déposables par le game designer plus tard. C'est pour que lui ne se pose pas la question, il se dit ok, il y a une scène, je vais regarder à quoi ça ressemble. Il y a un préfab, je le dépose dans mon jeu. Donc un préfab, c'est un préfabriqué. Donc ça, ce préfab-là, maintenant, il va falloir le travailler. Ok, donc dans notre voiture, qu'est-ce qu'on aura besoin niveau de la 3D et niveau des points vides? On aura besoin d'un visuel, que j'appelle mesh, pour dire c'est l'objet 3D de mon objet. Dedans, on va avoir besoin d'un body.
qui est la partie plate, et d'une roue à gauche, une roue à droite. Voilà, magnifique. Je vais les appeler Anchor parce que on va devoir les faire tourner plus tard et ça va être les poids de rotation. On rajoute ici du coup une partie size parce qu'en fait, bien qu'on pourrait faire une voiture qui fait un cube de 1 à 1 et puis la rétrécir plus tard, au niveau de la physique, il peut vite y avoir des problèmes quand vous agrandissez et rétrécissez les objets. Ici, vu que moi je fais des jeux kid toy, c'est-à-dire des jeux de voitures pour enfants, des petites voitures, c'est généralement 10, 20, 30 centimètres max. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit bloc. Ce bloc, on va le mettre à la taille désirée, c'est-à-dire ici, je vais dire 10 centimètres sur 10 centimètres sur 10 centimètres. Voilà. Et voilà notre petit bloc. Maintenant, on sait quelle est la taille théorique de ma voiture. Voilà. Je vais la rétrécir un petit peu au niveau de la hauteur. Donc normalement, mon objet il devrait faire plus ou moins cette taille-là. Ok, donc maintenant, on va le désactiver. C'était juste pour moi me souvenir. On le duplique. On le met dans Body, histoire de faire une petite plateforme. Et voilà. Donc on garde la taille désactivée au cas où si on a besoin. Et puis on va travailler ici sur une petite forme Body. Bon, maintenant, dans notre roue, ce qu'il va nous falloir, c'est un cylindre qu'on va devoir tourner, déplacer, agrandir, rétrécir, essayer de mettre le mieux qu'on peut dans notre petite voiture. Voilà. Et alors, ce cylindre, eh ben, en fait, on risque de l'avoir deux fois. Ce qui veut dire que quand on fait une modification, on ne veut pas le faire deux fois d'affilée et on veut qu'ils aient la même taille exactement, etc. Donc, qui dit avoir plusieurs fois le même objet dit préfab. Donc, on va en faire un petit préfab. Donc, oui, le préfab, magnifique, on crée un petit poids vide. Dans ce petit poids vide, on va aller mettre notre petite roue dedans. Déjà, on place bien nos points. On met le cylindre dedans. On prend l'objet vide qu'on a appelé préfab. On le dépose dans notre dossier. Et tada, on a un préfab. Ce préfab, on le copie-colle de ici à là-bas. Voilà, on a une deuxième roue. Et on la place à l'autre endroit. Bon, maintenant, c'est ajuster un petit peu les positions, les poids de pivot, juste pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà, donc on met le poids de pivot au même X, au même Y et au même X. Alors, on déplace un petit peu ça vers le dessus. J'ai aucune idée de. Dans le jeu vidéo, il n'y a pas une façon de faire, donc c'est un peu comme créer des sculptures. C'est comme dirait mon père, c'est les doigts qui créent la sculpture, c'est pas vous qui créez la sculpture. On se laisse guider par le développement, quoi. C'est pas pour rien que le jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle de l'art. Alors, ici, ce qu'on va devoir aller chercher, c'est le Blender Default Mixed Map, ce truc-là. Ça permet en fait de mieux comprendre le dépliage, la façon dont nos images se déplient sur un objet 3D. Si vous avez regardé la première vidéo où j'explique un peu les textures, les matériaux et les couleurs, normalement vous savez ce que je veux dire par là. Donc on va prendre ça, c'est juste pour le déposer dans Unity et voir un peu les objets tourner. Parce que la roue, quand elle tourne et qu'elle est grise, on ne la voit pas vraiment tourner. On va copier ça dans notre projet. Donc on va créer un petit dossier 2D, un pop-up. On va déposer notre texture dedans. Donc j'ai fait un copier-coller, hein. Cette texture ici, bah, on va devoir créer un matériel. Et alors, je crée un petit dossier que j'appelle from the web pour dire c'est pas, ça m'appartient pas ce fichier. Parce que si vous le mettez en production, il y a un moment donné, il faut soit de créditer, soit de retirer. Ici, je lui donne un petit nom, UV Grid, parce qu'on en aura peut-être d'autres. Magnifique. On retire les trucs parce que j'aime pas cette convention-là. On crée un petit dossier qu'on va appeler matériel, dans lequel on va créer un petit matériel. Yop, comme ça, clic droit matériel ici. Ce matériel, je commence par mat underscore pour dire c'est un matériel. Voilà, je lui donne un petit nom. Bon, la convention, elle était pas bonne, apparemment, je me suis planté, c'est pas grave. Je le dépose sur les roues. Voilà. Et alors, on lui donne la fameuse texture dans base map. Ici, voilà. Donc maintenant, vous voyez que maintenant, on voit des couleurs, on voit que comment le dépliage se fait. Et on peut un peu mieux comprendre la façon dont Unity a géré son cylindre. Bon, ici, vu que nous, on l'a écrasé, c'est pour ça que c'est tout écrasé là-bas, en fait. Mais au moins, ça va nous permettre de voir la roue qui tourne. Bon, j'étais en mode, bon, quitte à avoir un cube tout dégueulasse, autant déposer le matériau dessus aussi. Donc par la suite, j'ai juste déposé le matériel sur le cube. Je rajoute un autre poids qu'on va pas faire dans cette vidéo-ci, mais c'est la roue de devant. Parce qu'en fait, si on fait une voiture comme ça et que elle tient un petit peu dans le vide, ça fait un peu moche. Donc j'ai rajouté juste une petite roue, un petit truc en attendant.
Et si vous y êtes vraiment un jeu vidéo avec ce truc-là, bah, il faudrait faire en sorte qu'il y ait un petit code qui, selon la façon dont tu tournes, bouge un peu la roue. Bon, c'est pas nécessairement obligatoire et pas important par rapport au jeu, donc pour l'instant j'ai juste mis une petite sphère, quoi. Voilà, j'ai déposé les textures juste pour qu'on puisse voir un petit peu, qu'il y ait une sorte de cohésion. Et nous voilà avec une petite voiture. Donc maintenant on va en faire un préfab, enfin, en tout cas on va appliquer le préfab, parce qu'on est plus ou moins prêt. Ok, donc là on a notre visuel. Tadam, tadam, tadam. On rajoute ce qu'on appelle un caractère contrôleur ici sur notre objet. Je vous disais, si on déplace l'objet, il risque de traverser les choses. Donc il nous faut ce qu'on appelle un caractère contrôleur. Et vous allez voir que ici, je ne me suis pas soucié des valeurs, et puis plus tard, ça m'a créé des problèmes. Parce qu'en fait, vu que notre voiture elle est toute petite, vous voyez ici, le radius il est de 0,5, donc de demi-mètre, et la hauteur de 2 mètres. Donc on verra ça plus tard, mais ici, il faut configurer un petit peu les paramètres. Ok, notre voiture, elle a besoin d'un script. Le script, on va le stocker dans un dossier qui, selon le manuel de Unity, demande d'être nommé runtime. Runtime avec R majuscule. Il faut aller voir la doc si vous voulez savoir pourquoi on l'appelle runtime. Dans runtime, on va aller créer non pas un script, mais un assembly definition. Ça veut dire quoi un assembly definition? Ça veut dire qu'on va créer une sorte de petit espace où le code qu'on va mettre là-bas n'a pas besoin d'écouter à tout Unity. C'est-à-dire il connaîtra que lui-même et les outils qu'on va lui donner à lui. Donc plutôt que de connaître ce que c'est un arbre, de savoir ce que c'est des tissus d'habits, de savoir ce que c'est, je sais pas moi, des textures, de la couleur, non, il sait rien de tout ça, il sait juste les bases de Unity. Donc on va créer un assembly definition, on va lui donner un petit nom, ce petit nom, bah, on va faire comme pour le reste, on va lui donner un namespace, c'est-à-dire pays, donc ici PE, entreprise, donc moi c'est Eloi Lab, point to will, et puis point runtime. Ultra, ultra, ultra important que vous soyez unique. Faites pas un copier-coller de ce que j'ai d'écrire ici. Parce qu'évidemment, si vous mettez votre voiture avec ma voiture dans le projet et qu'on a tous les deux le même nom, bah, on va avoir des fichiers qui s'écrasent les uns les autres. Donc évidemment, choisissez un nom unique à vous. Donc votre pays, votre entreprise, nom ou alias, et puis ce que vous voulez derrière. Alors, ici, vous voyez qu'on a du coup ça, magnifique. Et en fait, un assembly, ça peut aussi servir à autre chose. Vous voyez ici, on a toutes les plateformes. Ça peut aussi permettre de dire ce code ne tourne que sur la Switch, ou que sur la PlayStation, ou que sur Android et PC. Vous voyez, ça permet un peu d'isoler et de dire le code ne tourne qu'à ces endroits-là. Pour nous, maintenant qu'on a créé cette petite zone tampon où on va pouvoir créer nos codes juste à nous, on va créer ce qu'on appelle un monobehavior script. Clic droit, créer monobehavior script. On va lui donner un petit nom, to will car move, voilà, magnifique. Et on va double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Hop. Alors, avant, pour pouvoir faire que ce script existe, donc là vous avez créé un script, mais il n'est pas utilisé par Unity. Pour qu'il soit vraiment utilisé, il faut le prendre et puis le déposer sur un de ces objets-là. Vous pouvez faire add component ou juste drag and drop et le déposer. Donc là, maintenant, il est dans la scène, donc il existe. On va aller double-cliquer sur son nom ici ou son nom là-bas pour ouvrir le fichier. Alors vu qu'on est en C#, par défaut, c'est Visual Studio qui est installé avec Unity. Donc nous voilà dans Visual Studio. Avec mes collègues, normalement, vous allez utiliser JetBrains si vous travaillez avec mes collègues dans les ateliers de formation que je donne. Mais ici, bah, moi, j'utilise Visual Studio parce que c'est celui par défaut. On a ici notre magnifique classe. Donc ça, c'est un petit bout de code qui, vous voyez, il charge Unity Engine, c'est-à-dire je vais chercher le code de Unity Engine pour que j'ai pas à tout réinventer. Et dans le code de Unity Engine, on va hériter de monobehavior, ça veut dire je suis un objet dans la scène Unity. Ça veut dire que j'ai une fonction start qui veut dire quand je débute, une fonction update, c'est-à-dire à chaque fois que l'image est mise à jour. Il a plein d'autres fonctions, plein d'autres utilités, genre sa position, sa rotation, sa taille, ces trucs comme ça. Donc là, on hérite de bout de code. C'est comme si on faisait un copier-coller de ce code-là. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir débuter. Alors, nous, ce qu'on aime bien faire déjà, c'est le renommer parce que c'est vrai que to will car move, c'est bien, sauf qu'en fait, il y a deux manières de le faire, avec de la trigono ou sans trigono. Et nous, on veut faire sans trigono, donc je l'ai appelé easy mode pour dire c'est bon, il n'y aura pas de trigono.
Et vous voyez que ça me permet de vous montrer que quand vous renommez dans Visual Studio, ça renomme aussi, pouf, votre fichier. Et ça, c'est très pratique. Bon, des fois, ça peut casser des choses de renommer, donc il faut éviter les fautes d'orthographe et éviter de devoir renommer dans le futur. Il faut trouver des bons noms de variables, des bons noms de classes et essayer de réfléchir à tout ça. Ok, magnifique. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est permettre au game designer de me dire, ok, bah, quel est l'objet que je veux bouger. Donc on lui fait une sorte de petite case qu'on appelle une variable, une sorte de petit tiroir, et on lui dit, voilà le nom de mon tiroir, character to move, donc c'est une sorte de petite zone où tu vas pouvoir déposer des choses. Et ce que tu vas devoir me déposer, c'est son type, c'est caractère contrôleur, c'est-à-dire un objet qui est déplaçable. Donc ici, on sauvegarde, et quitte à être dans le code, bah, autant mettre ce qu'on appelle un debug log pour vous montrer un peu ce que c'est un Hello World par tradition. Quand on commence la programmation dans le langage pour la toute première fois, on écrit toujours bonjour le monde, en anglais c'est Hello World. Donc debug log, start debug log, Hello World, c'est-à-dire mon projet commence, dit bonjour. On sauvegarde, on revient dans Unity. Voilà, vous voyez que ici j'ai une jolie petite case où le game designer va pouvoir prendre cet objet, ce script ici et le déposer là. Et faire hey, tiens, voilà, comme ça. Tadam, ça me permet de dire c'est celui-là en particulier que je veux bouger. Et alors, vu qu'on a notre Hello World, si je fais play, tada, on a un message de debug où il est mis Hello World. Magnifique. Alors, la caméra, je vais la déplacer dans notre petite voiture, histoire qu'elle se déplace avec. Donc laissez-moi juste le temps de la mettre en 0,0 et puis de la replacer. Hop, 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 on la fait tourner, magnifique, c'est bon, elle est dans la voiture, elle vise la voiture. On change le truc pour qu'on puisse voir tout proche. Le field of view, c'est si on veut qu'elle soit zoomée ou pas. Et le skybox, ici, le background type, c'est pour dire quelle est la couleur derrière, en arrière-fond. Et vu que j'aime pas le skybox de Unity, je vais juste mettre une autre couleur. Et il y a plein d'autres couleurs. On va choisir quoi? Bleu clair? Voilà, magnifique. Donc maintenant qu'on a mis notre petite caméra dans la voiture, c'est-à-dire que si on bouge la voiture, la caméra va se déplacer avec. Ça, c'est trop cool. Mais du coup, comment on fait pour déplacer? Bah déjà, il va nous falloir le faire tourner. Donc il va nous falloir une rotation speed. Cette rotation speed, elle est en degrés par seconde. Alors, vous allez voir que moi, je suis un gros allemand au niveau des noms de variables, c'est-à-dire que je mets des noms de variables et des noms de classes qui sont ultra longs, ce qui me pose problème dans la lecture, dans les interfaces et tout, et c'est pas une bonne idée. Donc, à vous de voir si vous voulez les rendre un peu moins longues et un peu moins verbeuses. Et moi, ce que je fais, c'est que je les rends longues parce que ça me permet de relire mon code plus facilement, et ça permet aussi aux IA de relire mon code plus facilement quand elles veulent m'aider. Et ça permet à mes collègues de comprendre aussi à quoi servent mes variables. Parce que ici, c'est long, effectivement, c'est moche, mais au moins ils savent ce que c'est. Ici, rotation speed in degrés par seconde, bah, ça veut dire la rotation en degrés par seconde. On laisse 90, c'est la valeur qu'on propose au designer de base, mais il peut le changer, comme vous pouvez voir, je mets 180 degrés. Donc vous voyez que ça, c'est la valeur par défaut que notre petit tiroir qui compose un chiffre à virgule va pouvoir avoir. Donc on dit 90 degrés par seconde. Bon, maintenant, il nous faut une deuxième variable qui s'appelle back, forward, speed, unity. Non, c'est pas unity par seconde. Vous voyez, l'IA me propose des trucs, mais il faut savoir la corriger. Moi, c'est des mètres par seconde, parce que unity par seconde, ça veut rien dire. Enfin, ça veut dire une case unity, mais. Le petit f ici, c'est pour dire que c'est un flottant, c'est-à-dire un nombre à virgule, virgule 0, 1, 1, 1 ou 0,2, des trucs comme ça. Et vous voyez ici, vu que je mets 0.2, je suis obligé de mettre le f pour dire attention, c'est bien une donnée flottant. Magnifique. On a notre rotation, on a notre déplacement. Bah, c'est parti, essayons de faire un petit code qui le bouge. Alors, qui dit bouger veut dire une notion de temps. Bah, vous vous le doutez, on est dans un monde à 3 dimensions, mais qui a une notion de temps. Et donc, du coup, pour pouvoir bouger, on a besoin de dire bah, combien de temps vaut une frame. C'est-à-dire, depuis la dernière image de mon jeu, combien de temps s'est passé, et je vais prendre le même temps pour me déplacer dans le futur. Donc ici, ce delta time, le temps entre les frames, delta c'est entre deux choses, et time c'est le temps. Bah, généralement à 60 frames par seconde, il est dans les alentours de 0,05. Vous avez 5 millisecondes pour tout calculer dans un jeu vidéo. Sinon, bah, vous n'êtes pas dans les normes des magasins qui permettent de vendre vos jeux vidéo. Alors, du coup, il y a des joueurs qui le sentent quand c'est pas 60 frames par seconde.
On va mettre un petit header pour séparer les données du designer et les données des inputs. Parce que c'est bien beau de vouloir le tourner, mais il faudrait l'intensité du fait de tourner. Alors, un petit truc qui me permet de dire à quel point je dois tourner. Donc on va créer une petite public float, qui veut dire je suis accessible publiquement à tout le monde. Rotate left right percent, donc un pourcentage de rotation de gauche à droite. Move backward forward percent, qui veut dire bah, on va bouger. Et alors, vu qu'on sait que ça va être de -1 à 1, et qu'on a envie que le game designer est un peu plus facile de manipuler ces valeurs-là, on va mettre un attribut qui permet de donner un peu plus d'infos. On dit range -1, 1. Donc là, on est en train de dire, on sait que c'est entre -1 et 1, donc on va proposer au designer une petite interface sympa. Vous allez voir, quand je vais sauvegarder, tada! On a des petits trucs ici qui nous permettent d'éditer. Bon, Unity, il est assez puissant là-dessus, il y a moyen d'éditer pas mal de choses dans l'aspecteur, mais ça demande tout un cours particulier si vous voulez faire des trucs un peu plus personnalisés, on va dire. Il y en a qui existent, c'est bien de les utiliser, mais si vous voulez faire plus, ça devient un peu galère. Donc voilà, c'est bon, on a protégé pour le designer le fait qu'il ne peut pas aller en dessous de -1 et au-dessus de 1, donc il nous enverra pas des fausses données. Magnifique. Alors, maintenant qu'on a fait ça, bah, du coup on va l'utiliser. Donc là, on a le temps qui passe. Rotation per frame, c'est-à-dire combien de degrés par frame, bah, c'est le nombre de degrés par seconde, multiplié par le temps qui passe. Multiplié par quoi? Bah, par le pourcentage du joystick de l'utilisateur. Donc move meter per frame, ça, move meter per frame, ce sera la même chose. Attention que je me suis gouré dans la vidéo parce que utiliser des IA, ça vous fait gagner un temps de dingue, mais utiliser des IA, ça va aussi créer des bugs et des problèmes d'incompréhension beaucoup plus rapidement. Et donc du coup ici, vous allez voir, je me suis gouré une fois ou deux. Pas très grave, hein, parce que de toute façon je me relis, mais oui, effectivement, je me suis gouré une fois ou deux. Et basiquement ici, on a rotate speed degré multiplié par le temps qui passe. On a la rotation. Maintenant, il ne nous faut pas la rotation per frame, mais per frame avec le joystick de l'utilisateur. Bon, apparemment, je le fais un peu plus loin. Donc ça, ce qu'on va calculer ici, on devra l'utiliser. Alors comment on l'utilise? On dit pas caractère to move, c'est-à-dire ça, le script là-bas. Peux-tu me donner le transform, c'est-à-dire l'endroit où le joueur se trouve? Point rotate, c'est-à-dire tourne. Et alors vous voyez, si on regarde la doc, ici il me dit bah du coup j'aurais besoin d'un angle de l'heure, c'est-à-dire dans quel sens je dois tourner. Alors je vous explique pas vraiment ce que c'est l'angle de l'heure parce que c'est le sujet d'une autre vidéo, mais je vais juste vous dire que si on bouge le Y, X, Y, Z d'un vecteur 3, le Y c'est l'axe des verticaux, ben, c'est ça qui va nous permettre de tourner. Donc ici on va faire rotate, on va dire new, pour dire crée-moi un objet dans lequel je vais stocker de la donnée, vecteur 3. Donc il y a des choses où quand on débute en programmation, il y a des concepts qu'il faut un peu, entre guillemets, copier-coller du manuel, et puis comprendre plus tard. Et le new, c'est la création d'une classe. Si je vous explique ce que c'est une classe, on en a pour des heures. Donc, pour l'instant, new vecteur 3. Ici, vous voyez qu'on peut mettre 0, 0, 0, donc ça c'est les données qu'on peut changer, et nous ce qu'on veut changer c'est celle du milieu, le Y ici, et le mettre, hop là, avec une valeur 1 pour dire c'est bien sur le vertical qu'on veut tourner. Maintenant, si on lit la doc, il nous dit ok, bah donne-moi l'axe, puis tu me donnes l'angle, c'est la puissance de rotation en degrés par seconde. Ici, si on lit le manuel. Donc du coup, on va lui donner ça. Donc rotation per frame, sauf que nous, c'est pas rotation per frame, mais c'est multiplié par l'input de l'utilisateur, wanted by the user. Donc ici, on va prendre ça, multiplié par l'input. L'input, il est ici. Voilà, et vous voyez ici, je me suis gouré, je dois prendre ça et le mettre là-bas. Papadap. Je vois que je me suis gouré à deux endroits différents. Ici, j'ai pas copié correctement. Parce que normalement, c'est celui-là qui va là, multiplié par le pourcentage d'utilisateurs. Enfin, pour l'instant, ignorez ça, c'est juste. Je vais me planter un coup et puis je reviens dessus. Vas-y. Ouais, la programmation, ça demande beaucoup de concentration, comme vous pouvez voir. Donc, vous voyez ici, si je change le Y à la main, on voit le truc qui va de gauche à droite. Bon, ici, je fais play, je joue un peu avec. Très important de tester son code. Et vous voyez qu'il ne fonctionne pas comme j'avais prévu qu'il fonctionne.
Je me dis: «Attends, j'ai fait une connerie». Je regarde un peu mon code et je fais: «Ah bah oui, évidemment, évidemment». Donc du coup, on corrige, voilà, on fait play. J'attends d'avoir corrigé pour parler au-dessus. Voilà, tu voyez, ça bouge à gauche, ça bouge à droite, magnifique. Donc là, on a bien notre rotate per frame qui est attendez 2 secondes, 2 secondes. On a la vitesse de rotation multipliée par le temps. Ça nous donne le nombre de rotations par image dessinée. Cette rotation par image dessinée, on va la multiplier par l'attention de l'utilisateur, c'est-à-dire le joystick. Ici, rotate left %. L'un dans l'autre, ça me donne la rotation qu'il faut bouger cette frame-ci. On la donne ici, sur la rotation de l'axe Y. Basiquement, c'est ça qu'on vient de faire. Sauf que vous voyez, il y a un petit paramètre en plus qui est assez intéressant, qui s'appelle space. C'est-à-dire, ok, tu tournes, mais par rapport à quoi? Par rapport à moi-même ou par rapport au niveau du jeu Unity, donc le niveau dans lequel je me trouve? Et juste pour être sûr, je vais mettre space point, qui est un énumérateur, c'est-à-dire un truc où vous n'avez pas beaucoup de choix. Et si vous avez world et self, nous, c'est pas dans Unity, c'est lui-même, self. C'est juste pour être sûr que je tourne bien sur moi-même et pas. Enfin, voilà. Magnifique. Là, techniquement, on a fait la rotation. Donc il faudrait qu'on fasse le déplacement. Pour faire le déplacement, ce qu'il va nous falloir, c'est une direction. Par où mon objet il se déplace. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire character to move, donc le script de caractère là-bas. Peux-tu me donner l'endroit où tu te trouves, là, transforme. Et moi, ce que j'aurais besoin, c'est que tu me donnes le forward, la direction qui va vers l'avant. Donc vous voyez qu'Unity a préparé pas mal de choses pour vous. On va le multiplier ici par quoi? Eh ben, par à quel point on veut bouger en tant qu'utilisateur, ici. Vous voyez ici? Donc c'est-à-dire le déplacement par seconde par frame multiplié par le pourcentage du joystick. Maintenant qu'on a cette fameuse direction, il faudrait la normaliser. Parce que, ok, la direction c'est devant, mais est-ce qu'il va me donner une donnée un peu trop grosse? Par exemple, il pourrait me donner que ça avance de 10 cases et pas de une case. Enfin, en gros, normaliser, c'est-à-dire tu me ramènes ça sur une donnée qui est bien A. Bon, c'était pas nécessaire par rapport au fait que Unity nous l'a déjà préparé, mais au cas où. Donc maintenant qu'on a cette donnée normalisée, cette direction, on la multiplie par à quel point l'utilisateur veut bouger. Ce qui nous donne à quel point on doit bouger. Maintenant, on va faire caractère.move et on va lui donner cette direction. Sauf que, est-ce qu'on est sûr que move, ça veut bien dire bouge dans cette direction? Est-ce que c'est localement? Est-ce que c'est par rapport à Unity? Est-ce que c'est globalement? Donc toutes ces informations-là, c'est ce qu'on appelle lire le manuel. Il faut que j'aille lire le manuel pour être sûr de ce que ça fait. Je peux essayer de deviner en mettant mon curseur et en lisant la petite méthode, mais c'est mieux d'aller sur Unity directement et de demander ok, ça fait quoi cette méthode? Donc je vais en ligne, je demande le caractère controller.move, on tombe sur le manuel, on vérifie qu'on est dans la bonne version d'Unity. Et alors des fois il y a de la faute, des fois il y a des exemples, des fois il n'y a rien. Ici il y avait assez d'infos. Il y a move ici, et on peut voir que dans move il y a un endroit où il parle de valeur absolue. Donc ici, c'est pas localement, si vous dites je veux bouger par là, il va bouger par là. C'est pas par rapport localement à moi, c'est par rapport au jeu Unity. Vous voyez? Et alors ici, il donne des exemples. Donc je me suis dit, ah bah vu qu'il parle de gravité, le fait de faire tomber l'objet, je vais aller un peu voir comment eux ils gèrent la gravité. Et vous voyez, j'ai pris un petit peu de temps à lire le script, à me dire ok, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça, ok, ça a l'air d'être comme ceci, comme cela. Et au fait, au final, je me suis improvisé un truc tantôt qui est un peu dégueulasse, vous allez voir, mais basiquement qui marche. Je me suis pas cassé la tête avec la gravité qui se multiplie au carré, qui garde, qui s'accélère au fur et à mesure du temps. Non, je suis resté simple. Donc ici, basiquement, ça veut dire que mon move il était correct. Donc dans la théorie, si je fais play, on a notre caractère, on a notre rotation, on a notre vitesse. Si je fais play et que j'essaye, hop, il a déconné. Vous vous souvenez que je vous disais que ici, la hauteur et le radius, il n'était pas bien mis? Bah, c'est là où je me suis dit, mais attends, j'ai un bug dans mon code et que j'ai. Non, c'était pas mon code, c'était juste bah, Unity, j'ai mal paramétré quelque chose. Donc là, je relis mon code, je regarde s'il n'y a pas une erreur quelque part, si j'ai pas fait une faute absurde. Ça peut arriver, hein. Je réessaye, je me dis bah non. Donc ça, c'est aussi le métier de développeur, hein, c'est de perdre beaucoup de temps sur des petits détails par-ci par-là. Il y a toujours bien un bug, un truc qu'on n'a pas compris, un truc de Unity qu'on n'a pas compris, ou un concept, ou la documentation qu'on a mal lu. Mais vous voyez ici,
hop, on peut voir qu'il avance bien, il est déplaçable et tout, mais il y a une sorte de bug comme ça, comme s'il est bloqué. Moi, à l'époque, quand j'ai fait ça, bah, je savais pas. J'étais en mode: «Il est où le bug?» Bon, à force de chercher, tadam! Je me suis dit: «Ah bah oui, c'est le radius et la hauteur». Du coup, il y a plusieurs paramètres à changer ici, que je ne connais pas. Vu que j'étais en train de faire la vidéo, j'ai un peu improvisé sur le tas, j'étais en mode: «OK, je vais mettre 0,05». Et là, en fait, ça n'a plus voulu fonctionner, ça a eu des erreurs. En fait, ce qui se passe, c'est que je lui demande son radius et sa hauteur, je le mets tout petit. Et alors ici, vous voyez step offset là? Step offset, ça veut dire, quelle est la hauteur des marches si je peux monter sur les marches. Vous voyez, s'il y a un jeu, il y a souvent des marches où on va devoir marcher, ou des petits objets, des petits rebords ou des trucs comme ça. Et on lui dit: «Bah, si la marche, elle est en dessous de 0,5, tu peux marcher dessus. Si elle est au-dessus, tu peux pas». Mais ici, vu que notre hauteur et notre radius, il est inférieur à ça, ça crée des bugs dans leur code à eux, et c'est ça qu'il dit ici. Donc si vous allez chercher cette information-là, je vais avancer. Si vous allez chercher cette information-là sur Google, vous allez chercher et vous allez tomber sur des gens qui parlent de tout ça. Il y a le début des forums, c'est souvent plein de trucs qui marchent pas. Et un peu plus loin, vous tombez sur un gars qui fait: «Ah oui, c'est sûrement ça». Et c'est là que je me suis dit: «Ah bah oui, c'est sûrement ça». Donc là, c'est la partie importante d'un développeur, c'est savoir, un, lire des documents, lire des manuels, et deux, faire des recherches sur les forums, sur Google, avant d'aller voir des IA. Vous pouvez demander à des IA des mots-clés pour que les IA vous disent: «OK, c'est plutôt ça que tu devrais regarder», mais je vous conseille vraiment de vous habituer à lire des forums et des manuels, d'abord. OK, magnifique. Donc là, on a changé et vous pouvez voir que notre petite voiture, elle bougeait. C'était pas beau? Donc maintenant qu'on a une voiture qui tourne et une voiture qui bouge, on doit la faire tomber. Parce que vous allez voir, on a un petit problème, c'est ça que j'essaie de vous illustrer là. Je mets vite un petit cube pour qu'on puisse monter dessus. Voilà, je prends ma voiture, je la fais un peu tourner comme je peux avec ce qu'on a créé. Voilà, je la fais avancer et regardez-moi ça. Hop, je vole, je vole, oui! Donc là, on n'a pas de gravité. Vous voyez dans ma voix qu'il n'y a pas de gravité? Désolé. Donc du coup, on va devoir en fait là je savais pas trop comment j'allais m'y prendre parce que gravité dit vérifier qu'il y a un sol en dessous. Donc du coup, j'ai créé une petite variable en disant: «Bah, voilà, un autre développeur va devoir me dire si oui ou non j'ai de la gravité en dessous». Alors dans des tutos de débutants, ils vont faire ce qu'on appelle un recast, c'est-à-dire vérifier qu'il y a un sol avec une ligne qui traverse qui traverse et qui clique, qui touche. Sauf qu'en fait, un recast, c'est complexe. Il y a un layer, il y a un rayon, puis est-ce qu'on veut un rayon ou un cube? Est-ce qu'on veut plusieurs rayons? Donc en fait, moi, je suis plus partisan de dire à un autre développeur: «Bah, dis-moi s'il y a un sol et je te fais confiance. Tu changes la variable et moi, je tomberai ou pas». Donc là, c'est un autre et donc vous, dans le futur, qui va devoir dire s'il y a un sol. Donc s'il y a un sol, il faut lui donner, bah, une vitesse de chute, donc une gravité. Ici, vous voyez, il m'a mis, l'IA m'a complété avec, in meter per second square. Ce qui en soi a du sens, si vous faites de la gravité, vous êtes censé tomber de plus en plus vite dans le temps, mais dans notre cas, c'est pas si utile que ça. Donc je fais un petit test, donc je dis si jamais quelqu'un m'a détecté qu'il y a pas de sol, vous voyez ici, si jamais il n'y a pas de sol, on ouvre les parenthèses et on met un petit code. Qu'ici, l'IA m'a proposé d'avoir un vecteur qui va vers le bas, un vecteur down, multiplié par le temps qui passe, multiplié par la gravité, la vitesse de chute, et on le déplace vers le bas. Donc ici, vous voyez, on fait un vecteur 3, on dit vas-y, déplace-moi vers le bas. Je me suis dit, bah, a priori, ça devrait marcher. Donc on va aller un peu tester tout ça. Donc je sauvegarde et je vais tester dans Unity si ça marche. Je m'attendais à ce que l'objet ait un bug où il se fasse téléporter vers le dessus et vers le bas en permanence et que c'est super moche parce que j'ai déjà eu ce genre de bug. Je me suis dit, je vais aller vérifier. Play. On prend notre objet, on le déplace un petit peu. Là. Et est-ce qu'il va tomber? Tac. Il est tombé extrêmement vite, mais il est tombé. Et il n'a pas traversé le sol, donc c'est ce qu'il nous faut. Alors, là, ce que je me suis aperçu en faisant ça, bah, c'est déjà que je pouvais ralentir la vitesse, hein, histoire de ne pas aller tomber aussi vite, même si c'est pas un problème. Changer le square parce que j'aime pas ça. Dire que c'est une fausse gravité parce qu'il n'y a pas cette notion de multiplier au carré pour que le prochain sache que c'est une fausse gravité.
Et maintenant qu'on a renommé ça, en fait, je m'aperçois qu'on n'a pas vraiment besoin de vérifier quel sol, parce que vu qu'on le traverse pas, on va tomber de toute façon, on fait pas des doubles sauts, donc bah, c'est pas très propre au niveau des performances, mais je vais le retirer. Ça, on tombe tout le temps, en fait. Ça va créer plus de collisions et d'événements de collision, et ça va faire perdre en performance, mais c'est pas grave à ce point-là, quoi. En tout cas, pas pour des petits jeux comme ça. Au pire, je le changerai plus tard en tant que développeur, je ferai une autre version plus compliquée, plus propre, le jour où j'ai vraiment le jeu qui avance, quoi. Ok, magnifique. On a notre objet, il peut tourner, il peut avancer, et a priori, il peut tomber. Donc il faudrait aller le tester, mais j'ai confiance en moi, donc j'ai pas été testé. Ok, ici j'ai créé un poids vide que j'ai appelé input. Et dans ce poids vide, j'ai créé button left, button right, magnifique. Et alors là, si vous avez regardé la vidéo précédemment, vous savez ce que je vais faire. Je vais créer un input map, et puis je vais utiliser ce code-là pour faire bouger mon objet. Sauf que ici, dans cette vidéo-ci, je me suis dit, ok, si vous faites un jeu pas comme moi avec plein de petites voitures, mais avec un seul package que vous réutilisez tout le temps, bah, ça veut dire que vous avez envie d'avoir la lecture des inputs, et pas utiliser mon outil à moi, mais juste utiliser un copier-coller du code que j'ai fait. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller faire un copier-coller de mon code et de vous l'approprier. Donc on va sur UPM Tick Collection, dans Runtime, on va chercher après tick mono input button, qui veut dire je veux écouter au fait d'enfoncer un bouton. Voilà. Et ce code-là, on va aller le copier. Maintenant, on va essayer de le mettre dans notre projet. Donc on va dans Runtime. Voilà. On essaie de créer un nouveau script. Sauf que, avant de créer un nouveau script, j'aimerais vous parler d'un concept. Namespace ici, par rapport à l'assembly, c'est-à-dire isole-moi ce code-là. Mais namespace ici, c'est lui donner une sorte de nom de groupe. Ça veut dire si quelqu'un appelle, si quelqu'un crée un objet qui s'appelle horloge time et que quelqu'un d'autre crée une horloge time, bah, C# il sait pas lequel choisir, il va tout faire péter. Par exemple, button, il est réservé par Unity. Mais si vous utilisez un namespace, on peut faire la différence entre le bouton de Unity et le vôtre. Je vais vous montrer un exemple juste après. Donc ici, il faut lui donner un petit nom unique à vous. Que ici, du coup, j'ai mis to wheel, donc deux roues car. Alors, si lui, il n'a pas créé, parce qu'on avait créé le script avant lui, on doit le mettre à la main. Voilà. Et alors, vu que c'est un objet qui m'appartient à ma boîte Eloi, bah, je mets Eloi. Mais donc vous devez mettre votre nom là, à cet endroit-là. Donc vous faites namespace, votre nom, point, quel type de boîte à outils c'est. On ouvre les parenthèses, les accolades, on les met d'une part des autres. Et voilà, on vient dire ce code-là, il existe dans la boîte à outils d'Eloi, dans le contexte d'une voiture à deux roues. Parfait. Alors la raison pour laquelle je vous ai fait compléter de l'assembly, c'est que quand vous créez un script, il vous le met directement dedans comme ça. Vous allez voir, ici j'ai mis ça. Regardez, juste pour le fun, je vais créer un script. Voilà. Je vais créer bouton. Pour vous montrer que ça marche, hein, le fait de séparer les choses. Et vous voyez, quand j'ai créé bouton, il m'a créé directement un namespace avec Eloi to Wheelcar. Et ça, c'est trop cool. Donc du coup, ça veut dire que maintenant, si je vais créer un poids vide là au-dessus dans Unity, et que je dis je veux un bouton, vous pouvez voir qu'on a un bouton de Unity et un bouton de Eloi to Wheelcar. Donc plutôt que de créer une erreur et de dire je ne sais pas lequel choisir, il vous dit ah bah je sais que c'est celui d'Eloi et je sais que c'est celui d'Unity. Donc voici par namespace ces deux scripts qui se ressemblent. Tada! Trop cool, hein. Bon, pour l'instant, nous on n'a pas besoin de bouton, donc je vais juste supprimer ça. Magnifique. Ok. C'est un concept un peu dur quand vous êtes développeur pour la toute première fois et que vous ne savez pas ce que c'est une variable, des méthodes, les langages, les namespaces, c'est un peu dur à comprendre, surtout quand vous êtes dans une console. C'est un truc qu'on apprend au fur et à mesure de coder. Mais donc voilà, au moins vous savez que ça existe et que c'est utilisable. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Je copie mon code, fais un copier-coller du code que je vous ai montré en ligne là, qui s'appelle tick mono input button. Et il me dit, ben, en fait, tu peux pas l'utiliser parce que je sais pas ce que c'est input system. Bah oui, en fait, on a isolé notre code de l'ensemble du jeu vidéo du Game Engine. Donc en fait, dans le Game Engine, il y a une boîte à outils pour les inputs, et lui, il la connaît pas. Du coup, il nous laissera pas faire. Donc ici, je retire juste namespace parce qu'on n'en aura pas besoin. Voilà.
Et alors ici, je mets les using au-dessus parce que ça va au-dessus des namespaces, les using. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est aller dans notre petite boîte à outils qu'on est en train de créer, aller sur Runtime. Dans Runtime, ici, vous voyez, on a notre petite assembly là-bas. On va aller cliquer sur le assembly. On va aller ici dans Definition référence. Et on va dire, ajoute-moi une boîte à outils que je dois connaître. Et cette boîte à outils, elle s'appelle Input System. Donc on dit, tu dois ignorer tous les trucs de Unity, mais parmi les boîtes à outils d'Unity, celle-là, tu dois pas l'ignorer, tu dois la connaître. Tadam! Et maintenant, il la connaît, donc les erreurs vont disparaître. Tada! Ce qui veut dire que maintenant, on peut utiliser la boîte à outils des inputs dans notre code. Alors ici, je vais le renommer, parce que bien que tick mono, bah, on peut hein, avoir deux tick mono, j'aimerais bien un peu qu'il ait un autre nom. Bon, avant de le renommer, je vais quand même vous montrer que ça marche, ce que je vous ai dit plus tôt. Vous voyez, j'ai mon tick mono ici, et vu que je suis avec ma boîte à outils tick mono ici et le vôtre ici, normalement on devrait avoir deux. Alors, hop hop hop, regardez, tick mono, ta. Et voilà, et hop là! Vous pouvez voir qu'ici on a tick mono, qui est celui que moi j'ai dans ma boîte à outils, et le vôtre que vous venez de créer ici, qui a exactement le même nom mais qui se tolère. C'est à ça que ça sert les namespaces. Bon, juste pour être sûr de ne pas me gourer, je vais aller renommer ça. Juste parce que j'aime pas avoir deux noms qui ont les mêmes. Voilà, je vais l'appeler genre to-wheel mono underscore et puis ça. Alors, je vous ai pas parlé de ma convention de nommage que personne n'utilise. C'est juste, normalement on fait pas ça. C'est pas une bonne chose de faire ça. Et d'ailleurs, la convention, c'est de pas mettre des underscores, c'est toujours alphanumérique dans les noms de classe. Mais ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure des années de développement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai beaucoup de scripts qui ne sont pas des éléments dans la scène, et j'ai beaucoup de scripts qui sont des éléments dans la scène. Et le truc, c'est que souvent, quand vous avez des centaines de classes dans tous les sens, retrouver votre classe à vous qui est pour la petite voiture ou pour un menu, bah, c'est pas toujours facile. Donc j'ai tendance à faire en fait à créer une sorte de groupement. Donc ici c'est ToWheel, c'est le groupe des scripts qui fonctionnent pour mon ToWheel. Et mono, ça veut dire que je suis un élément qui est dans la scène de Unity. Underscore, ça veut dire c'est bon. Et puis là, je donne le contexte de à quoi sert mon script. Donc c'est juste pour spécifier que c'est bien mono behavior du groupe des petites voitures. Donc ça, c'est plus moi pour plus facilement retrouver mes clics et mes claques. C'est pas obligatoire hein, comme convention, pas du tout, du tout. D'ailleurs, même déconseillé parce que ça fait des noms de classe un peu très très grands et un peu très très longs. Alors, magnifique. On a une petite classe, TWheel Mono Input Button, et cette petite classe que vous venez de copier-coller, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, elle permet de dire Game Designer, donne-moi le mapping des boutons que tu veux, genre c'est quoi aller à gauche, c'est quoi aller à droite. Et je vais écouter à tout ça. Si jamais il s'avère que le gars il pousse sur le bouton, je vais t'envoyer un booléen. Et je vais te dire qu'il est down pour dire que quelqu'un pousse dessus. Et s'il relâche, je vais dire up et dire qu'il a changé. Basiquement, c'est ça que ça fait. Je vous invite à regarder la vidéo précédente sur les inputs. Alors, on crée un input mapping que le game designer va utiliser. Ce input mapping ici, on va lui donner un petit nom ici pour le mapping. On va dire que son bouton ici, c'est button left. Voilà. Pour le bouton de gauche et le bouton de droite. Alors, petite particularité, right action, left action plutôt. Petite particularité, pourquoi est-ce que je crée deux boutons alors qu'on va devoir aller à gauche, à droite et devant? En fait, quand vous faites une petite voiture et que vous la hackez électroniquement, les constructeurs des manettes de ces voitures-là, ils vous permettent d'avoir que deux boutons. Et vu qu'on essaie de simuler une petite manette, une petite voiture qui existe dans la vraie vie, on va faire la même erreur, c'est-à-dire compter qu'il n'y a que deux boutons, et pas plein de boutons dans tous les sens. Donc deux boutons, un à gauche, un à droite. Bon, ici, j'ai mis droite et gauche, et du coup, mon cerveau, il a fourché, et je me suis planté plusieurs fois. Mais ici, oui, c'est bien action droite, action gauche. Alors du coup, on utilise la petite flèche pour aller à droite, on utilise la petite flèche pour aller à gauche. J'ai rajouté le numpad pour vous montrer qu'on peut utiliser aussi le numpad si on veut.
Voilà. Alors on pourrait utiliser aussi, le joystick. Par exemple, quand on va, le joystick de gauche vers le dessus et le joystick de droite vers le dessus, on pourrait le faire avancer. Ça, on peut jouer au joystick aussi. C'est juste pour montrer qu'en fait, en tant que level designer, vous créez un action map ici qui dit, «Voici les actions que je vais pouvoir faire avec mon truc». Puis les actions qui disent: «Voici ce que je peux faire dans mon jeu». Puis vous mettez les inputs, c'est-à-dire le clavier, les manettes, les joysticks et tout, pour dire: «Si je fais ça, ça alors ça fait partie de cette action dans mon jeu» et ça va nous permettre de faire bouger la petite voiture. Alors, maintenant du coup, on a bien une action d'aller à gauche, une action d'aller à droite. Donc on va aller, dans le script qu'on a copié-collé et je vais dire: «Petit level designer gauche, c'est ça. Petit level designer droite, c'est ça». Donc ici, on rajoute vite, notre petit script. Voilà et donc maintenant, bah, il va, utiliser ce script. Alors ça consiste en quoi ce script-là, que je vous ai fait copier-coller? Input action référence, ça veut dire j'écoute à ce que le game designer veut comme input. Unity event, ça veut dire, bah, du coup, je vais émettre quelque chose, je veux dire il s'est passé quelque chose qui a une valeur booléenne, c'est-à-dire, j'ai changé d'état, alors qu'ici, vous voyez, il y a rien dedans. Ça veut dire, voici, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne dis pas des infos, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Donc down, c'est poussé, up, c'est relâché. Donc ici, ça, c'est ce qu'on va demander et émettre. Ensuite, ici, ce qui se passe, c'est qu'on a onEnable, c'est-à-dire quand mon objet va apparaître, je vais aller m'abonner au changement des touches. C'est-à-dire que plutôt que de regarder en permanence quel est l'état de la touche, on va dire, bah, quand tu changes, tu m'appelles. Quand ça a changé, quand ça a débuté ou quand ça est annulé, tu m'appelles et selon le contexte, je vais faire quelque chose. Donc ici, on va arriver ici et le contexte, on dit, bah ok, je lis la donnée. Si la donnée est supérieure à 0,5, par exemple, si je pousse sur un bouton, ça va donner 1. Si je pousse sur le joystick, bah, j'ai de 0 à 1. Donc dès que le joystick est supérieur à 0,5, ou le bouton est supérieur à 0,5, ça veut dire que je pousse. Je compare avec la valeur précédente ici. Hop là. Et si la valeur est bien différente avec la valeur précédente, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. J'actualise la valeur, je dis à tout le monde qu'elle a changé, je dis bien qu'elle était enfoncée ou relâchée, et tada! On a un truc qui nous permet d'écouter au bouton de notre jeu. Donc du coup, vous allez voir, quand je vais pousser sur le bouton, on va voir la petite case ici qui bouge. Tada! Bon bah du coup en poussant, je me suis aperçu que j'avais fait des erreurs, donc il va falloir qu'on ait corrigé ça dans le input map. Yep, vite, vite, vite. Ça c'était gauche, ça c'était droite. Magnifique. Je sauvegarde, je reviens. Ok, on est bon. Je refais un petit test pour vérifier que tout marche bien. Hop, le joystick il marche, les touches elles marchent, on est bon. Donc du coup, maintenant qu'on voit que ça marche, on va pouvoir dire, bah ok, si jamais ça change, je vais aller viser vers un objet. Donc ici, l'objet en question, c'est notre petit script à nous, petit objet. Hop là. Et puis, je vais aller appeler la méthode suivante. Alors, vous voyez, il y a plein de scripts. Il y a GameObjet, Transform, Character Controller. Nous, c'est ToWheel Move Easy Mode. Ça, c'est le code qu'on a fait ensemble. Et ici, vous voyez qu'on n'a pas les méthodes qu'il faut. Donc là, au-dessus, Dynamic Tool, n'utilisez pas statique pour le moment. Dynamic Tool, c'est ici qu'on doit chercher et il n'y est pas. Bah oui, on a des variables, mais on n'a pas de méthode pour changer ces variables-là. Donc des petits bouts de code qui nous permettent de dire tu peux changer ça, tu peux changer ci. Donc on va retourner dans notre code. Ici. Voilà. Et on va créer des méthodes qui sont publiques, donc accessibles à d'autres développeurs. Void, c'est-à-dire elle retourne rien. Donc c'est-à-dire c'est bon, fais quelque chose. Et son petit nom, on va l'appeler genre set as move forward pour dire je bouge vers l'avant. Donc quand je dis que je bouge vers l'avant, je dis bah vas-y, tu commences à bouger ou tu stops de bouger. Donc ça c'est un petit paramètre, vrai ou faux. Bol c'est vrai ou faux. Donc est-ce que je veux bouger vers l'avant ou pas? Et ici, bah, je dis bah, si jamais je demande de bouger vers l'avant, ça veut dire que je veux envoyer le joystick à 100% vers l'avant et 0 vers l'arrière, enfin 0 pour dire je m'arrête si je décide d'arrêter de bouger vers l'avant. On fait pareil pour le move back, donc on dit le développeur publiquement peut me demander de aller vers l'arrière. S'il me demande d'aller vers l'arrière, ici, ça veut dire qu'on met -1 pour dire je vais en arrière. Et s'il demande d'arrêter d'aller vers l'arrière, je le mets à 0. Magnifique.
Du coup, ça veut dire que je vais devoir aussi aller à gauche et à droite. Donc set as rotate left, voilà. Pareil, set as rotate right. Donc left c'est -1, right c'est 1. Donc si je veux tourner à droite, je mets à 1, sinon je mets à 0. Et voilà, on a nos petites méthodes qui sont prêtes. On va aller les tester. Donc je vais dans button left, voilà. Je prends mon objet, ici, hop, je vise vers son script, et vous voyez que maintenant il y a des petites méthodes qui sont apparues. Set move backward, forward, left, right. Donc nous ce qu'on va faire c'est rotate left. Magnifique. Maintenant on va dans l'autre, et on dit vas-y, rotate right, hop. Donc là normalement, dans la théorie, je devrais pouvoir bouger mon truc de gauche à droite. Gauche, droite, tada! Vous voyez? Je bouge de gauche à droite. Par contre, j'ai un petit problème. Bah oui, comment je fais pour dire bouge vers l'avant? Parce que bouger vers l'avant, ça veut dire pousser sur 2 boutons à la fois. Et bah, j'ai pas une méthode qui permet de dire bouge 2 boutons à la fois. Et ça va poser problème. Alors du coup, pour pouvoir faire ça, il faut réfléchir un peu, on se dit ok, comment je vais m'y prendre et tout. Et basiquement, la réponse, c'est qu'on va devoir faire un convertisseur. On va devoir recevoir 2 booléens, et via ces 2 booléens, on va devoir générer quelque chose qui vient interagir avec notre classe. Donc on va créer une nouvelle petite classe. On va la créer ici au-dessus, puis on va la déplacer. On va l'appeler toWheelMono, toButton, toVector2. Voilà, comme ça. Ok. Donc là, on lui dit, tu me donnes 2 booléens et je vais te sortir un vecteur 2, c'est-à-dire un axe x, y, comme un joystick. Comment est-ce que je vais te le transmettre? Bah, je vais pas appeler ce code-là, je pourrais, mais c'est pas le cas ici, je vais pas le faire dans cette vidéo-ci. Je vais faire un Unity Event qui dit, bah, si tu me donnes 2 booléens, je t'émets un vecteur 2, sur lequel tu vas pouvoir le donner à qui tu veux. OnChange, onJoystick change. Alors je vais l'appeler update parce que c'est plus mise à jour de la donnée pour pas vérifier qu'il y a un changement ou pas. Donc je dis si jamais le joystick il change à cause des 2 booléens, je t'avertis et tu géreras la suite. Ce qui veut dire que dans notre code ici, on va devoir rajouter une petite méthode qui prend un vecteur 2. On va faire set move and rotate with vector 2. On accepte un vecteur 2. Donc si un autre développeur m'appelle et me donne un vecteur 2, je sais quoi faire et je vais aller le donner à mes 2 petites variables ici. Et ici, move et rotate. Tada! C'est ça l'idée. Ok, un vecteur 2, c'est juste x, y en version flottant. Flottant, c'est des nombres à virgule. Ok. Alors, on pourrait faire la même chose, mais une donnée à la fois pour plus de précision et plus de vocabulaire, pour que ce soit plus précis pour l'autre développeur, parce que là, vecteur 2, il va devoir deviner que le x est à droite et que le y c'est au-dessus. On pourrait juste lui dire, bah vas-y, donne-moi un axe pour le vertical, donne-moi un axe pour l'horizontal. C'est ça que je rajoute. En gros, là, ce que je fais, c'est que je me crée des cadeaux dans le futur. C'est-à-dire, je sais que je risque de devoir utiliser cet objet, donc du coup, je me crée des méthodes pour moi plus tard. Et vu que plus tard j'aurais tout oublié, je mets bien des noms bien explicites. Par exemple ici je mets percent à 1 pour dire que ça va bien de -1 à 1. C'est juste une manière de me rappeler, ah oui c'est vrai, ça faisait ça. Ok, donc là on a des petites méthodes qu'on peut appeler. Donc maintenant ce qu'on va devoir faire c'est gérer la partie recevoir de booléens. Donc là j'ai fait, attendez je reviens en arrière parce que ça c'est un truc qui est important. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du refactoring. C'est-à-dire ici vous voyez, là, je vais faire clic droit dessus. Voilà, ici il y a plein de petites méthodes, renommer, déplacer et tout. Et dans Quick Action Refactoring, ici, il y a un petit outil, hop là, qui est le fait de dire j'ai envie de construire un constructeur, j'ai envie de faire des écrasements de méthodes et tout. Et il y a Move Type ici, Move To. C'est-à-dire tu prends ça et tu me le bouges dans un nouveau fichier. Et nous c'est ce qu'on veut faire. Et l'avantage c'est qu'en l'ayant créé ici, en le déplacement, il va directement se créer au bon endroit dans Unity. Regardez, j'ai fait ça, il a créé une nouvelle classe, un nouveau fichier, et vous allez voir où est-ce qu'il me l'a créé. Bon, juste après. Yip. Ah bah du coup, je vous montre pas l'endroit où il a été créé, mais il a été créé juste à côté.
de quoi est-ce qu'on aura besoin? Bah, du coup, on va émettre un vecteur 2 pour dire, voilà la façon dont je veux que ton véhicule il bouge. On va devoir avoir 2 petites variables booléennes, une gauche, une droite, ce qui veut dire qu'on va devoir, bah, les définir, dire, ça c'est j'aimerais bien aller à gauche, j'aimerais bien aller à droite. Donc on crée ce qu'on appelle des setters, set button left, set button right, on reçoit la valeur, on la stocke, et ces setters, on va devoir créer une petite méthode qu'on va appeler update joystick, c'est-à-dire à chaque fois qu'on reçoit une valeur, bah, on doit avertir qu'il y a eu un changement. Donc on va faire une petite méthode ici qui va avertir qu'il y a des changements. Là, je vire le code de l'IA, parce que c'est pas ce que je voulais. Du coup, ici, ce qu'on va devoir faire, c'est dire, bah, si jamais, donc là, j'écris ce que du pseudocode, c'est juste du commentaire en mode, c'est ça que je vais devoir faire dans le futur. Si jamais 1 à gauche est vrai, je tourne à gauche. Si 1 à droite est vrai, je tourne à droite. Si les deux sont vrais, donc si les deux sont enfoncés, je vais vers l'avant. Et si aucun n'est pressé, je m'arrête. Donc c'est ça que je vais devoir faire, vérifier. On crée un petit joystick qui est ce qu'on va émettre, c'est-à-dire on va dire est-ce que je vais à gauche, à droite, en haut, en bas. Et bah là, soit de vous taper à la main, parce que vous savez ce que vous allez écrire, soit de vous laisser l'IA si vous voyez que l'IA fait exactement ce que vous proposez. Donc ici, l'autocomplétion me dit bah, si les deux sont vrais, je fais up. Si le bouton à gauche, je dis d'aller à gauche. Si bouton à droite, je vais à droite. Sinon, je mets 0. Sauf que vu que vous avez jamais vu ce que c'est un vecteur 2, je me suis dit que je vais vous montrer plus à la dure. Donc c'est la même chose, mais je vais juste changer les variables. Parce que là, up, vous savez pas ce que ça veut dire. Alors, du coup, on va l'écrire comme ceci. Si le bouton de gauche et le bouton de droit sont enfoncés, ça veut dire que le Y il vaut 1 et le X il vaut 0. Donc là, on veut bien aller vers le dessus. Si on veut aller à gauche, ben, ça veut dire que le Y il est à 0, parce qu'on ne veut pas aller vers l'avant, et qu'on veut aller vers la gauche, donc vers moins 1. Pareil pour droite, joystick Y égale 0, X égale 1. Et si jamais il n'y a aucun qui est pressé, on est à 0. Donc là, on vient de créer un petit tiroir qui s'appelle joystick, dans lequel on va dire, bah, selon les conditions, le tiroir, on range ceci ou cela ou cela. Donc là, ce petit tiroir, il est local. Donc là, on va devoir prendre le tiroir et le balancer à quelqu'un d'autre. Donc on va faire yop 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 on joystick update. Donc j'avertis tout le monde, evoke, c'est-à-dire j'avertis tout le monde que une nouvelle donnée a été émise, le joystick a changé. Tada! C'est ça qu'on vient de faire en fait. Ok, donc ici, ça veut dire que notre petit script qu'on vient de créer ensemble, on va pouvoir le déposer sur notre voiture ici, et lui dire, bah, si tu me donnes des valeurs booléennes, je vais pouvoir émettre un vecteur 2, et ce fameux vecteur 2 là, je vais aller l'abonner à mon script qui se trouve ici au-dessus. Donc je vais dire, tu appelles moi-même, et tu, hop là, appelles la méthode. La méthode qu'on a fait ensemble qui s'appelle setMove and rotate with a vector 2, qui prend bien un vecteur 2 en version dynamique, c'est-à-dire on lui donne un vecteur 2. Et voilà! Donc là, on vient dire tu actionnes vrai ou faux ici. Je génère un vecteur 2 en XY et je te le passe à toi pour que tu puisses bouger ces deux petites variables, le fait de tourner ou le fait de bouger. Bon, bah du coup, il faudrait aller vérifier que ça marche. Bon, pour vérifier que ça marche, on va faire un petit bypass. On va créer une petite méthode qui s'appelle onValidate, c'est-à-dire si dans l'éditeur de Unity tu changes ces variables-là, tu m'appelles. Donc ça permet de débugger plus facilement. Donc ici, je vais dire ok, bah du coup, si jamais quelqu'un a poussé sur ces trucs-là, tu updates le joystick, ce qui va du coup vérifier et envoyer les nouvelles données. On sauvegarde, on fait play. Et ici, du coup, ça veut dire que je vais pouvoir cliquer sur les deux boutons là et voir si ça marche. Je clique sur un, il va à gauche. Je clique sur l'autre, il va à droite. Je clique sur les deux, il avance. Et donc, c'est que ça a l'air de marcher, dis donc. Bon, bah, du coup, vu que ça marche, on va aller dans le input button et on va dire, bah, ok, bah, quand tu changes la donnée, tu fais plus appel, enfin, tu fais pas appel à rotation, mais tu fais appel à notre nouveau script qu'on a créé pour convertir en vecteur 2. Donc, on dit ça, c'est la gauche, ça, c'est la droite.
Et du coup, maintenant, si je fais play, on devrait pouvoir bouger avec notre manette. Gauche, droite, avant. Tada! C'est magnifique, hein? Tadam, tada, tada. Et voilà. Alors, on va mettre l'input dedans, on va mettre la caméra. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un petit problème. Le problème, c'est simplement que notre préfab ici, bah, si on veut que les gens puissent le déposer, il y a des gens qui n'ont pas envie de la caméra. Genre, si vous faites un jeu en réalité virtuelle, vous avez votre propre caméra, vous voulez pas une caméra dedans. Et l'input, il y a des fois où vous voulez mettre un objet 3D, enfin une petite voiture qui bouge, mais c'est vous et votre code qui va bouger le truc et pas l'input de l'utilisateur. Donc ça veut dire que il y a des gens qui vont vouloir votre voiture sans la caméra et sans les inputs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un préfab sans ça et un préfab avec ça. Donc là, on va aller casser le préfab. Donc je vais aller dans préfab et je vais faire break. Attends, yep. Je vais aller, je reviens en arrière pour vous montrer, parce que je suis allé un peu vite sur ce coup-là. On va sur l'objet 3D, là, le petit truc bleu, et on va le casser. On va faire unpack ici pour dire je le casse. Pouf. Donc là, c'est plus un objet qu'on peut déposer comme ça à la va-vite. On bouge la caméra et le input ailleurs, voilà. On prend notre objet qui n'a du coup plus d'input et de caméra mais qui est déplaçable. On va dans notre dossier préfab et hop. Je l'ai appelé lit pour lit, ça veut dire allégé en anglais. Hop là. Donc on a notre petite carte en version allégée. Donc maintenant on a un préfab allégé. Et alors on va déposer maintenant avec le with debug, on lui donne un petit nom with debug, on dépose l'input et la caméra. On reprend notre objet 3D et on le dépose là-dedans et ça va ça va nous proposer de faire ce qu'on appelle un préfab variant. S'il a fait original, ça veut dire un nouveau, mais nous c'est une variation de celui qui est lit. Donc lit c'est ce qu'on veut, et la variation avec la caméra et l'input c'est un autre qui sera toujours lié à son papa. C'est de l'héritage si vous voulez. Donc là vous voyez maintenant, je dépose une petite voiture en mode lit, c'est-à-dire sans caméra et sans input là-bas. Et vous allez voir, si je fais play, elle n'a pas de caméra, elle n'aime pas d'input, mais ça veut dire que si je vais dans son code et que je change les deux petites valeurs là-bas, vous voyez, elle bouge. Tada! C'est exactement la même que moi, mais sans la caméra et sans les inputs. Par contre, moi j'ai toujours ma caméra et mes inputs. Pratique, hein? Bon, c'est un peu compliqué de vous expliquer ce que c'est des préfabs, parce que la vidéo elle est censée être en début de formation, à un moment donné vous n'avez pas vu ce que c'était des préfabs, mais voilà quoi, ça peut être utilisé. Ok. Alors, two wheel car, gna 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 gna, ça c'était juste vous montrer un peu à l'intérieur. Alors, on a un problème. Notre voiture, elle bouge, mais elle tourne pas ses roues, ce qui casse un peu l'immersion. Donc il faudrait qu'on trouve un système qui nous permettrait de faire tourner les roues vers l'avant et vers l'arrière. Donc on va créer un petit script ici. Hop, hop, hop. Ce petit script, on va l'appeler TwoWheel Mono pour dire que ça fait partie du groupe TwoWheel des petites voitures. Et puis on va dire rotate wheel with percentage. Donc percent. Grâce à ça, on va pouvoir faire un petit script qui va faire tourner la roue. Donc on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin du point d'ancrage, c'est-à-dire où est-ce qu'elle se trouve ma roue. Et du coup, je vais pouvoir utiliser ça pour dire ok, tu tournes plutôt dans cette direction-là. Donc on va créer un anchor reference. Voilà. On va avoir besoin, dans la théorie, de wheel rotation, c'est-à-dire quelle roue on doit faire bouger. Bah oui, évidemment. Ça, c'est la référence de notre roue et ça, c'est la roue qu'on va bouger. On a besoin de quel axe on va utiliser pour tourner. Alors théoriquement, c'est vrai que c'est vrai, quand tu utilises des quaternions, tu as besoin de cette donnée-là, mais plus tard dans la vidéo, je vais devoir le retirer parce que c'était pas nécessaire. On a besoin de la vitesse de rotation ici en degrés par seconde, et on a besoin de savoir à quel point l'utilisateur veut que ça tourne. Parce que si il veut que ça tourne un peu moins vite ou un peu plus vite, il nous faut un pourcentage de rotation. Donc, où est-ce qu'on le fait bouger? Qui on fait bouger? Dans quel axe on utilise? Donc vector right on l'utilisera mais plus comme ça plus tard. La vitesse de rotation et à quel point ça doit tourner ou pas. Donc on crée une petite méthode publique pour qu'un autre développeur puisse venir interagir, qu'on appelle float%, voilà, qui va mettre le pourcentage ici. Donc à quel point je dois tourner vite ou pas. Bon là le code qui est là, j'en ai pas besoin. Voilà, magnifique. On met un petit range pour que le game designer puisse tester un petit peu tout ça.
Magnifique. OK, et donc du coup, on va créer un update, c'est-à-dire à chacune des frames, on va aller faire bouger un petit peu tout ça. Vous voyez que l'IA, elle m'a mis if ici, c'est-à-dire si jamais le game designer m'a pas donné son point d'ancrage ou le truc a tourné, bah en fait j'ai rien à faire, return, je sors d'ici, j'ai pas besoin de faire quelque chose. Return, ça veut dire je me barre. Donc si jamais il m'a pas donné ce qu'il faut, je me barre. S'il m'a donné ce qu'il faut, je prends la roue à tourner, ici, je rotate around, c'est-à-dire je tourne autour de, on lui donne la référence, sa position, et puis là on lui donne l'axe de rotation. Sauf que, basiquement, vous allez voir que cette méthode, il faut la changer un petit peu pour que ça fonctionne, parce que là, c'est un peu le foutoir, parce que j'utilise celui-là, qui celui-là, en fait, c'est le foutoir. Vous allez voir. Donc du coup, dans la théorie, ça marche. Ok. Donc je dépose mon script. Je dis voilà ce qui a à tourner. Voilà, enfin voilà le point d'ancrage à tourner, c'est-à-dire ça. Voilà ce qui a à tourner, c'est-à-dire moi. Voilà la direction, c'est-à-dire par rapport à l'axe des X, c'est-à-dire par rapport à cet axe-ci rouge là. Donc Y c'est vert, Z c'est vers l'avant, rouge c'est X. La vitesse, à quel point le game designer veut que ça tourne. Voilà. Et là, dans la théorie, ça devrait tourner. Alors vous allez voir, hop, ça tourne, mais l'autre il tourne pas. Bah oui, parce qu'en fait, pour l'autre, on lui a pas dit que c'était ce point d'ancrage là, donc il y a ce qu'on appelle un nul, c'est-à-dire une référence nulle, et donc il a dit qu'il ne faisait rien si on lui donnait une référence nulle. Et ici ça tourne, mais l'autre, ça tourne pas parce qu'il y a une zone nulle à cet endroit-là. C'est pas grave, hein, on va aller changer ça. Pourquoi c'est nul? C'est parce qu'en fait, on peut pas viser vers l'extérieur de préfab, et là, je vise vers l'extérieur de préfab, donc il est en mode «Ah, mais ça va pas». Donc là, on vise vers le bon endroit. Voilà, magnifique. Ok, donc normalement maintenant, si je fais play, ça devrait aller. Alors, oui, ça devrait aller, mais on a quand même un autre problème. Ok, on peut faire tourner l'objet, mais là, il nous faudrait un script qui dit, ok, bah, tourne, appelle ça pour le faire tourner. Sauf que ici, vous voyez, on a un vecteur 2, on n'a pas un truc qui dit vrai ou faux, ou qui nous donne un pourcentage de rotation, ni rien. Il va falloir quand même un petit peu changer 2-3 trucs. Bon, déjà, ce qu'on va aller devoir faire, c'est dire, bah, à chaque fois qu'on pousse au vrai ou faux, le bouton aller à gauche ou aller à droite, bah, je dois avertir tout le monde que ça a changé. Bon là j'étais en train de réfléchir, j'étais en mode où est-ce que je mets ça? Allez, je suis en train de. Puis je me dis ok, je vais le taper là. Donc si jamais mon bouton de gauche ici, il a changé. Alors oui, après je vais le changer parce que c'est pas terrible de l'écrire comme ça. Mais si le bouton de gauche il a changé ou le bouton de droite il a changé, alors je vais avertir le game designer que ça a changé. Donc ici, il faudrait réussir à vérifier que la donnée a changé ou pas. Donc là, vous me voyez en train de réfléchir, je suis en mode où est-ce que je tape tout ça? Où est-ce que je vérifie tout ça? Oui, 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 ça va être chiant. Puis je me suis dit, je vais pas vérifier que ça a changé, je vais juste dire, ok, dès que c'est mis à jour, j'évite de vérifier que ça a changé, mais dès que c'est mis à jour, c'est bien. Donc dès que c'est mis à jour, je dis, voilà l'état du bouton de gauche, voilà l'état du bouton de droite. Donc ça veut dire que ça va spammer un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, magnifique. Donc à chaque fois qu'on change la donnée, j'avertis le game designer qu'elle a changé. Et vous voyez, on a maintenant, hop là, deux petites cases. Left, right a changé, booléen, magnifique. Ce qui veut dire que maintenant, quand quelqu'un pousse sur un bouton, je vais pouvoir dire à quelqu'un que ça a changé. Bon là, je mets mes petits trous, sauf que dans les petits trous, il manque encore la méthode. Bah oui, on a dit qu'on ne pouvait changer qu'un pourcentage, pas avec des valeurs vraies ou faux. Donc il me faut une méthode de plus. Ici, je vais créer void set rotation forward, et je vais lui donner la valeur. Bon là, il y a pas de... là j'ai oublié de mettre un booléen, un vrai ou un faux. Donc là, oui, effectivement, ça permet de mettre la roue, mais nous, ce qu'on veut, c'est avec un booléen. Donc on dit, si un autre développeur ou le game designer me demande publiquement de faire aller la roue vers l'avant, il me dit s'il veut que ça aille vers l'avant. Si ça va vers l'avant, bah, je mets la vitesse à 100%.
Sinon, je la mets à 0. Pareil pour le backward. Si, voilà, on va en arrière ou 0. Et ici, set rotation, set as no rotation, on le met bien à 0, c'est bon, il n'y a pas besoin d'abolir. Donc on a nos deux petites méthodes, c'est magnifique. Donc on va pouvoir les appeler. On va sur notre petite voiture ici, on va dans la partie input, magnifique, et on dit bah si jamais le bouton a changé, on va appeler nos roues et on va leur dire de tourner vers l'avant. Voilà. Pareil ici, si on demande d'aller vers la droite, on fait tourner la roue d'aller de la droite vers l'avant. Voilà. Et là, normalement, je vérifiais juste l'orthographe de forward parce qu'il faut pas faire de faute, sinon il faut nommer et ça casse tout. Donc, normalement, ça devrait marcher. Et c'est là que vous voyez que oui, effectivement, ça marche, mais pas vraiment comme on voudrait. Là, c'est parce que, comme je disais, l'avantage des IA, c'est que ça vous fait gagner du temps. Le désavantage de l'autocomplétion, c'est de l'IA. Mais il y a des moments donnés aussi où elle pense avoir compris, vous pensez qu'elle l'a compris, et puis quand vous vérifiez, elle n'a pas compris et c'est vous qui avez fait une erreur. Donc utiliser une IA, c'est toujours le dilemme du oui, vous allez plus vite, mais il y a du test à faire que vous auriez de toute façon doute fait, donc long sujet. Bon, ici, du coup, je dois trouver une alternative, je dois un peu lire le manuel et comprendre ce qui se passe. Du coup, j'étais en mode, ok, est-ce que je le fais avec Quaternion? Est-ce que je le fais localement? Est-ce que j'essaie de comprendre la méthode? J'étais en mode, mais je sais pas trop ce que je fais. Puis finalement, j'ai décidé de changer un petit peu la façon, mon fusil d'épaule. Je vais garder le rotate around parce que j'en ai besoin. Je regardais si à local ça serait mieux. Oui, c'est ça aussi l'informatique, c'est se creuser la tête, chercher, c'est de trouver une solution. Voilà, je suis en train de laissez-moi toujours en train de réfléchir. Et finalement, je me dis que ça, c'est pas nécessaire, cette partie-là, le vecteur 3 là. Donc je vais finir par le supprimer. On y est bientôt. Ici, je lis un peu le manuel. Et ici, on a du manuel sur ce que font les méthodes. Je les lis et j'essaie de me dire, ok, quelle serait la meilleure des solutions. Et alors là, plutôt que de moi choisir l'axe, je décide de faire, de ne pas laisser le designer choisir. Je dis, ok, voilà la position de mon encre, et ce sera par rapport à son axe à droite, tout court. Donc là, je dis, tu tournes autour du point d'ancrage et son axe à droite. Du coup, j'ai plus besoin de ça, donc je le retire. Voilà, magnifique. On sauvegarde. On vient dans l'éditeur, mais du coup, il y a des trucs qui vont avoir cassé. Je vais sur ma roue. Et alors, vous voyez que ici, pour que ça fonctionne, j'ai besoin de viser vers son ancrage et de dire quoi tourner. Et alors ici, je tourne l'objet en lui-même et je suis pas fan de ça, parce que ça veut dire que si jamais je veux changer la roue et mettre une autre roue, et ben en fait ça va casser tout. Donc du coup, plutôt que de mettre le script sur ma roue, je vais plus le mettre sur un point vide. Vous allez voir. Donc je vais retirer ça, voilà. Ma roue n'aura plus de script, magnifique. Je crée un petit point vide que j'appelle rotation axe. Donc j'ai la base, c'est-à-dire ça, et puis à l'intérieur j'ai un point vide qui lui va tourner à l'intérieur de l'ancrage. Donc un ancrage qui bouge pas et un ancrage qui bouge. Vous voyez ici, rotation axis, magnifique. Sur l'ancrage de base, là, je mets mon script, ou celui qui tourne, je mets mon script. Voilà, je dis ça c'est le truc de base qui bouge pas, et ça c'est le truc qui tourne. Pareil pour l'autre. Ce qui veut dire que maintenant, si jamais je décide de changer les roues avec une roue avec des pics ou une autre roue toute rose fluo ou quoi que ce soit, ou une roue qui a d'autres scripts, basiquement ça n'influencera pas le fait de tourner. Magnifique. Donc on vise vers ce fameux script, on appelle la méthode qu'on a créée ensemble. Attendez, hop, 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 je dépose les fameux scripts. J'appelle les méthodes qu'on a créées ensemble, donc le fait de tourner vers l'avant. Et là, normalement, on devrait être bon. Et ça tourne. Bon, ça tourne pas dans le bon sens, mais ça tourne. Parce qu'en fait, ici, quand vous tournez à gauche, basiquement, c'est le moteur de droite, et quand vous tournez à droite, c'est le moteur de gauche qui doit tourner, pour que ce soit réaliste. Bon, bah, c'est une petite erreur, on retire, on remet.
Voilà, faut le savoir, hein. Et voilà! On a une petite voiture qui tourne et qui avance et qui tombe et qui peut pousser les autres. Bon, on n'a pas géré la physique de qui pousse le on a laissé Unity gérer la physique là, mais basiquement on peut théoriquement pousser les autres. Et beh, on commence tout doucement à approcher de la fin, hein, en soi. Comme je disais, les IA, ça fait gagner du temps, mais ça demande aussi de perdre énormément de temps à faire des tests. Tests que vous auriez dû de toute façon faire, hein. Si faites pas un code sans le tester, quoi. C'est simplement s'il y a une conclusion que je peux tirer à ça, c'est tester votre code. Comme dit le joueur du grenier, est-ce qu'ils ont vraiment fait ce jeu-là? Est-ce qu'ils ont vraiment testé leur jeu? Bah, il y a par manque de temps, des fois, on ne teste pas et puis il y a des trucs qui cassent. OK. Heu On a notre petite voiture, on a la caméra, on a la scène. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est sauvegarder. Donc, on va faire clic droit Show in Explorer. On va tomber ici. On va aller dans le dossier où on a notre point Git ici. On va faire CMD pour dire bah, montre-moi les lignes de commande. Un Git statut pour voir ce qui a changé. Alors, vous voyez que vu qu'on n'est pas dans un projet Unity, on a plein de petits dossiers, mais on n'a pas project, on a plein de trucs à ignorer. Mais ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, enfin, dans notre vidéo. Donc, on va vouloir le sauvegarder. Donc, avec git add point pour dire rajoute-moi tout ça à la prochaine sauvegarde. Git commit-m pour dire voici un petit message. On dit que c'est notre premier sauvegarde de ce package. Donc là, il me dit ok, bah, c'est tout ça que je vais sauvegarder. Git pull pour se mettre à jour sur le code du serveur. Donc c'est jamais que j'ai écrit quelque chose, que j'ai mis à jour la documentation en ligne ou des choses comme ça. Git push pour dire je le pousse. Et là, on vient de sauvegarder. Alors si vous mettez git remote avec t, ça vous rappelle le lien qui est utilisé pour sauvegarder. Donc on va aller chercher ce truc-là pour aller voir où on en est. Et on peut voir que, tada, il a été mis à jour. On a sauvegardé là, tout de suite, à l'instant. On a bien le fameux package JSON qui nous permet d'être une boîte à outils Unity. Et donc là, normalement, on vient de sauvegarder ce petit truc-là. Alors, on prend une petite photo pour la postérité. Je sais pas comment on dit en français. On prend une petite photo pour le fun. Hop là. Comme ça. C'est plus joli. On dirait deux grenouilles. On les met dans la documentation. Alors, sur GitHub, quand vous avez un .markdown, .md, vous pouvez faire des copier-coller et il va vous mettre les photos directement hébergées sur leur serveur. Vous voyez, c'est github.user, ta. Ces photos-là, vous ne pouvez pas les utiliser pour votre site web à l'extérieur de GitHub. Donc il y a des endroits où ça va casser si vous l'utilisez depuis l'extérieur, parce que les gens hébergeaient leur site web, ils hébergeaient tout et n'importe quoi sur GitHub, donc maintenant ça marche que sur GitHub. Mais ça va permettre ici, vous voyez, d'avoir une petite photo assez sympathique sur le README pour comprendre à quoi il sert cet objet. Voilà. Tadam! Le package, pour rappel, il est nécessaire, il ressemble à ça, il est bien à la racine de mon Git, magnifique. Ce qui veut dire que techniquement, maintenant, je peux rajouter ma boîte à outils dans d'autres projets. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Bon, une manière de faire, c'est de faire comme on a fait au début de cette vidéo, c'est-à-dire git submodule add, puis on rajoute la boîte à outils comme ceci, package slash puis son nom. Donc là, ça voudrait dire que vous mettez le guide directement en submodule de votre projet. Si vous connaissez Git et les submodules, c'est une très bonne manière de faire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire ça. Il y a une méthode beaucoup plus simple qui s'appelle le package manager. Vous prenez le lien du projet et vous le rajoutez, comme quand dans la vidéo précédente, on a rajouté des voitures, des hélicos, des inputs et des trucs comme ça. Donc je sauvegarde, je prends le fameux lien qui est là-bas. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer un nouveau projet. Alors, plutôt que de créer un nouveau projet et d'attendre qu'il se crée parce que ça va me prendre une plombe, j'ai juste ouvert le projet Unity, un autre projet Unity que j'avais déjà créé. Donc ça, c'est un autre projet. C'est pas notre projet, c'est un autre projet. Je vais dans le package manager. Hop. Je vais dans le petit plus. Je fais git URL. Hop là, je rajoute le lien. Je fais clic installer. Et là, vous allez voir, ça s'installe. Et alors, si ici ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez mal écrit votre package.json. Si ça fonctionne bien, c'est parfait. Ça peut être aussi d'autres raisons, mais basiquement, si ça s'apporte, c'est que vous avez bien fait l'exercice. On a notre truc qui s'est apporté, magnifique, vous voyez, to will machin ici. Et alors, vu qu'on a créé dans le package JSON un send demo,
Ici, vous voyez ici on a mis, sample, display name, démo machin, ma démo se trouve là-bas, dans scène démo. Ben, ça veut dire qu'on va avoir un petit bouton ici, je peux cliquer dessus et ça m'importe la démo directement dans le projet du gars. Donc on peut ouvrir la démo et qu'est-ce qu'on peut voir? Notre petite voiture. Est-ce que ça marche? Je fais play et ça marche. Donc là, on a fait une petite voiture qui est utilisable dans le projet de quelqu'un d'autre. Magnifique. Titili tili tili. C'est-il pas beau? Trop fier. Bon, vu qu'on l'a rajouté dans le package de quelqu'un d'autre, vous pouvez voir que là, il y a pas de boîte à outils, hein, c'est dans le projet de quelqu'un d'autre. Par contre, dans le manifest.json, là-bas, on va pouvoir aller voir qu'il a rajouté une sorte de lien qui dit «Hey, j'ai cette boîte à outils». Vous voyez, tout ça, c'est des petites boîtes à outils que j'ai rajoutées à un autre projet. Et parmi celles-là, il y a la nôtre. Ici. Vous voyez ici? BE Lab, Two Wheels Car, tatata, il se trouve là-bas. C'est trop génial. Donc du coup, je peux copier ça, le mettre dans mon README en disant tiens, si vous voulez l'ajouter au package manager, vous pouvez soit faire un copier-coller dans le petit plus, soit directement l'ajouter dans le c'est manifest.json, pas package. J'ai mis dans your package.json, mais c'est manifest.json. Et tada, magnifique. Je vais aller changer ça tout de suite après la vidéo. Je sauvegarde et bah voilà. On a fait notre première boîte à outils d'une petite voiture avec deux petits trous qui permet d'aller gauche, droite, devant, sans trigonométrie. On peut faire une version avec trigonométrie, mais là c'est sans trigonométrie. Et on est content. Un petit peu long, un petit peu compliqué à mon avis. Je suis pas sûr que vous allez tous réussir à faire ça. Mais voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, déposer des questions. Si vous êtes bloqué quelque part, je t'avoue que c'est un peu rude pour un débutant cette vidéo-ci finalement. Mais je trouvais que c'était intéressant de faire un exercice un peu, où on fait un bête objet simple et une boîte à outils, quoi. Sur ce, je vous souhaite un bon moment, que le code soit avec vous, amusez bien vous bien avec amusez-vous avec votre nouvelle petite voiture et à une prochaine vidéo. Je referai la même vidéo, exactement la même vidéo Godot, donc du coup j'ai rajouté un petit lien ici en mode version Godot et je ferai exactement la même vidéo en Godot plus tard. Allez, à la prochaine!